Dans quelques heures, il y a 6 de nos joueurs qui arrivent à Vegas. On va avoir du grind, du travail technique, ça va être la guerre. Un mois intense. Et donc, on a pris des bonnes provisions pour qu'ils aient de quoi rester en vie, rester éveillés et tout arracher avec nous. Bienvenue dans la caserne. Stop. Avant d'aller découvrir cette house, il faut quand même récapituler les choses. Initialement, j'avais pris une house à 5400 € qui était magnifique. C'était presque même trop beau pour le prix. Je réserve la house, je fais mon booking, tout se passe bien. Et au moment de check-in, l'hôte me dit « Oh, on a eu des dégâts des eaux, mais pour autant, j'ai une house qui est encore meilleure que je peux vous donner pour la remplacer. » Naïvement, j'ai dit oui. On s'est retrouvés à la caserne et elle ne matchait absolument pas avec la première. Conclusion, nique Airbnb, j'ai essayé de me faire rembourser, ils m'ont dit d'aller me faire en Cette elle m'a dit, je m'en bats les je t'ai scam, mais dans tous les cas tu peux rien faire. Donc bah écoutez, on va enjoy comme on peut cette caserne. T'entends le bruit? Des esprits de caserne. Alors là ils se disent, les gars vous êtes un peu fiofiotes, ça va quoi. Mais c'est sans compter les chambres. Non mais tu vois le truc qui pend là, c'est ghetto. Déjà ça c'est ghetto. Après, tu peux faire des tractions dessus. Le frigo. Welcome to Las Vegas. Le frigo qui est bien rempli. Tu peux montrer le frigo. Ouais, il y a des petites carottes. si entre 8 canettes de Monster, tu veux te manger des petites carottes avec du houmous, bon, tu peux quoi. On arrive au dur du dur. Les chambres. Ah oui, la table de ping-pong. C'est vraiment le truc pour nous. La meuf, je lui ai dit bah vas-y envoie-moi quelques photos quand même de l'appartement, il ressemble à quoi. Elle m'a envoyé une photo de la table de ping-pong, je me suis dit bon, s'ils ont une table de ping-pong, ça veut dire qu'ils ont des chambres a priori. Je me suis laissé berner. La réalité est très différente. On va rejoindre la chambre de l'ogre dans un premier temps. Toc toc toc. Alors, attends, je fais un bet, il est toujours en train de regarder une vidéo, je pense de poker, de live poker. Il est en train de manger des pipas et de boire du... Ah, de claquer. Tu dors? On fait un home tour, on voit rien dans tous les cas, la caméra elle est pétée. Bon. Suivant, la première chambre, enfin la deuxième chambre après avoir la chambre de l'ogre. Le matelas, un peu la street quoi. Lève le deuxième. On voit un peu. Ah, c'est la caserne quoi, c'est une caserne, pour une caserne c'est très bien. Et la chambre, la vraie chambre. La main place, l'endroit où moi je vais être parce que on va faire des discussions poker. Et toi, t'es tranquille dans ta chambre par contre, hein, on en a pas parlé. Viens montrer ta chambre. Regarde, t'es pas bien toi. Déjà, t'es le seul qui a une chambre tout seul. T'as une chambre tout seul, dans ton coin, un beau bureau. Mais t'as de la chance, hein. Elle est un peu dure là. La chaise. Mais non, ça c'est très bien ça. C'est ça qui forge les hommes. Bon, nos invités vont arriver. Ils vont battre de ouf parce que eux ils viennent de la house de Montréal. La house de Montréal elle était magnifique, tout beau, tout nickel. Là ça va être chaud. Bon, on est parti. Qu'est-ce que tu vas... qu'est-ce que t'as envie de leur dire à nos invités? Welcome. Welcome. Ça va faire de l'argent ce mois-ci? Bon courage. Hein. Ouais, on va tabasser. Hein. Bon les gars, on est parti, on est en waiting list, ça va aller ce battle. Point important aujourd'hui, c'est du coup on va aller à 3 par table. Donc je vais avoir 2 joueurs à ma table et l'objectif ça va être de voir les plays, voir les optimisations, faire beaucoup de prises de notes et d'aller faire exploser les win rates. C'est notre mission numéro 1. MK t'es chaud? Ah là, 1-3 c'est la régalade. On va essayer de faire ça bien. J'ai vu Marco, putain Marco. Oh my god. So happy to meet you. Hey, sit open. Hey. Sit open. The best player in the house. We don't want to eat shit. It's gonna take all the money. Un boss, un amour. J'ai hâte de le rejouer sur les tables. On se retrouve tout de suite pour la session, c'est parti. On débarque sur la table à 3 avec Vince et Sony. C'est de la 1-3 et je dépose 500 $. Dès le début de la session, avec As-Roi dépareillé en main, en début de parole, j'open à 20 $. Mon adversaire au cutoff, intrigué, décide de call. On est parti pour ce duel en heads up et le flop tombe 7-5-3 monocolore. J'opte pour un check et l'adversaire en fait de même. La turn est un 3 qui ne change absolument rien et c'est là que je décide de prendre les devants en mettant un bet à 10 $. J'aime cette mise, parce que l'adversaire va souvent avoir des overcards avec un carreau, et je suis très content ici de créer de l'action pour avoir des check calls très profitables river. On se souvient du biais de cohérence, au plus un joueur investit de l'argent dans le coup
à la turn, au plus il sera à même de bluffer sur la river. Et la river, malheureusement, est un 9 de carreau qui fait rentrer la 4 flush. On se retrouve dans une situation maintenant assez embêtante, parce que toutes ses mains avec une overcard ont touché une flush. Il n'a aucune main faible dans sa range et on a toujours perdu. Et alors que je m'apprête à abandonner ce coup, une idée me vient en tête. En réalité, des combos avec l'as de carreau, il en a assez peu. Parce qu'au vu de mon open assez cher et de son call, il ne va pas avoir des mains comme As-7 dépareillé par exemple. Et donc ça lui laisse juste les combos de As-10, As-Valet, As-Dame. Pour autant, il a énormément de mains comme Valet-10, Dame-Valet avec des carreaux faibles. Également des mains qui avaient pair plus tirage, comme 6-6 avec un carreau par exemple. Et toutes ces mains-là, si je mise la moitié du pot, 2 tiers du pot, elles vont me call quasiment 100% du temps. Pour autant, on a une opportunité qui s'ouvre, celle de mettre énormément de pression. Également, les spots avec des 4 flush sont très peu bluff, et même si je n'ai aucune information sur l'adversaire, j'estime qu'en général, il va avoir tendance à respecter ce genre de play. Je place un bet à 115 $. Mais voilà, l'adversaire, dans un revirement de situation, me surrelance à 230 $. Ça représente énormément de force, je n'ai plus rien à faire dans ce coup. Avant de fold, je lui demande... I fold the shot? Yeah? Il accepte, je jette mes cartes et il me révèle roi-valet avec le roi de carreau. C'est un coup dur mais une leçon précieuse. On vient d'avoir l'information que ce joueur-là est complètement dégénéré. Pour relancer contre un overbet sur cette river, il faut être complètement cinglé. Et la session s'enchaîne. Armé fièrement de dame 4 off au bouton, j'open à 10 $. Le joueur en small blind call et tombe un flop dame 6-5 bicolore. Il check, je check également, la turn tombe la doublette de la dame. Il m'envoie un bet à 20 $, je call, la river est un roi, et il continue en m'envoyant un bet à 30 $. Ici j'ai la dame la plus faible, absolument pas d'intérêt à relancer, je call, et il me retourne 5 et 4 suités. Décidément les joueurs sont chauds ici, je retourne mon beau de dame 4 off et remporte ce pot. Un tour plus tard, je me retrouve avec valet 6 dépareillé au bouton. Décidément, on n'a pas les meilleures mains, mais vous savez ce qu'on dit, c'est pas les cartes qui font le joueur, c'est le joueur qui fait les cartes. Le joueur en début de parole call, je relance à 15 $. Les joueurs en small blind et début de parole call, et nous voici à 3 sur un flop 10-4-3 rainbow. Le joueur en small blind reprend l'initiative et envoie un bet à 35 $. C'est le même joueur qu'on a battu avant avec dame 4 off, et la notion qui est intéressante ici, c'est que ça fait un moment qu'il ne reprend pas l'initiative directement avec ses mains en value, et qu'il les joue plutôt en check. Conséquence de ça, quand il reprend l'initiative, ça doit être une range très faible et bluff orienté. Je me fais confiance et j'envoie un bet à 85 $. Il hésite un micro-instant et fold. Comment ça se passe? Elle est comment ta table? Elle est plutôt passive. J'arrive. Vas-y. Tranquille, je fais juste un petit tour. Ça se passe, c'est le cas? Elle est bien la table? Ouais, ça va. Ça va? Vas-y, je te laisse t'amuser. Je chauffe les gars sur cette table. Et une fois que je les sens bien chauds, qu'ils ont le rythme et tout, je viendrai move sur ta table. Ça va ou quoi? J'ai down de 100. Mais tu prints? Après, je suis remonté à plus. J'ai ressorti de 100 parce que j'étais trop faible. GG. Je suis remonté à plus 50. Vas-y, GG. Amuse-toi, fais-toi plaisir. Vas-y. Un peu après ça, je reçois valet 8 suité au cut-off. Les joueurs en début de parole hijack call, j'isole à 15 $. Les joueurs au bouton UTG et hijack call. On est à 4 joueurs et le croupier ouvre un flop 9-8-6 rainbow. Tout le monde check jusqu'au bouton qui envoie un bet à 25 $. Le joueur au hijack call et ici je décide de call. La turn tombe une dame qui ouvre mon tirage couleur. On commence à avoir une main qui est vraiment sexy. Tirage couleur, tirage quinte, une petite paire qui peut toujours avoir du potentiel, et là-dessus, le joueur au hijack reprend l'initiative et envoie un bet à 25 $. Le joueur au bouton, lui, a misé en multi-way au flop, donc j'ai pas forcément envie de prendre le spot de bluff. Je suis assez certain que je pourrais faire fold le joueur au hijack, mais le joueur au bouton, ça va être une autre affaire. Je vais juste call et aller réaliser mon équité. Je call, et malheureusement, le bouton relance la danse. Il envoie un raise à 80 $. Hijack call, le pot est énorme, j'ai plus grand chose à rajouter, je call. Et la river n'est absolument pas magique. Ça tombe une doublette du 6. Hijack check, je check, et le bouton envoie 115 $. Le joueur au hijack fold. Et ça représente de la force, il n'y a aucun bluff qui joue une line comme ça dans sa range. Est-ce que vraiment il va miser une main faible ici, genre un 9 ou une dame pas très forte que je peux faire fold en relançant? Tout ça s'annonce bien compliqué.
obligé de faire le nit. Je jette mes cartes et abandonne ce coup. J'en profite pour faire une annonce importante lors de la dernière vidéo qui est la fin du 500 ou 20K. J'espère d'ailleurs que vous l'avez regardé. Quand je vous invitais à cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre notre programme d'accompagnement, vous avez fait crash le logiciel. Donc ça n'a pas marché, on a reçu plein de mails, plein de messages, le lien ne fonctionnait pas. C'est quelque chose qui maintenant est solve. Donc si vous n'avez pas pu rejoindre la dernière fois, et bien maintenant le lien est actualisé et clean, toujours dans la description, je vous laisse checker. J'ai Dame 7 dépareillé en grosse blinde, il open à 10$ en début de parole, et évidemment au vu du beau profil, je call. On est en heads up, le flop vient 17-3 Rainbow, je check, il bet 10, je call, et une magic turn tombe, la dame. J'ai maintenant double paire contre un joueur qui est complètement dégénéré et qui fait des calls de l'espace. Je check, il envoie un bet à 25$. On a environ 700$ de profondeur et j'espère que vous avez la bonne line ici. On pourrait réfléchir à deux choses, soit call pour le laisser bluff. Sauf que, on voit la tournure que prend le pot. Il envoie un bet à 10, un bet à 25, et peut-être un bet à 50, 60, 70 river. Or, on a absolument envie de maximiser notre profit. On a envie de tout lui prendre s'il a une overpair, tout lui prendre s'il a une dame, et peut-être même que ce profil pourrait call avec une simple paire. L'objectif donc, c'est d'envoyer un overbet turn, suivi d'un overbet river all-in, et de le déstacker. Donc, on envoie cher. Vraiment cher. Je relance à 160$, il hésite un millième de seconde, et sans même hésiter, il finit par fold. Il était probablement en bluff et malheureusement on ne prend rien de plus. Décidément j'ai pas de spot incroyable dans cette session, mais j'arrive à voler pas mal de petits pots, ce qui me permet de stabiliser mon stack et rester environ à jeu sur la session. Également ma mission sur cette table c'est de prendre beaucoup de notes et de donner les feedbacks aux élèves pour qu'ils puissent maximiser leurs adaptations et sortir de leur zone de confort et développer un jeu qui leur permettra de grandement améliorer leur win rate. On a le mec site 1, j'appelle Win, joueur sérieux, solide, qui est capable de faire des gros folds. Ouais, il a montré son A6 là. Il a montré son A6 et avant dans le spot où il faisait face à un bet à un carpo, il a hésité de ouf à call. On a Pirate. Pirate c'est tête de mort. Mec, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, lui, bon profil. Bon, c'est vraiment ouais, sensu, calling station, facile à jouer. Bien CS. Et t'as vu les pré-folds? Ouais. C'est tout ça. Et passif post-flop aussi. Bon les gars, ce siège 6 va falloir tout lui prendre. Hein. Va falloir tout lui prendre. Je pars pas tant qu'on lui a pas tout pris. Ouais, franchement, t'es bien placé sur lui en plus. Ouais, on va prendre les spots, on va se créer des spots. Ouais, en fait, Tizo, spot de value, c'est trop facile. Et t'as vu en vrai, check delay small. Ouais, il fold en plus. Il fold, il est fitter fold en fait, donc on... y a pas besoin de mettre très cher. Qu'est-ce qui se passe? Dur entame, mais il y a une whale à ma droite, on va essayer de tout lui prendre. Pendant tout le début de cette session, on a dû jouer beaucoup de trash, mais c'est maintenant que les choses changent. Maintenant qu'on touche une main réellement sexy. Non, pas du tout. On a toujours trash, mais vous savez comment on fait, on va réussir à se débrouiller. Place à un petit jeu, tu vas être bien focus tout au long du coup, et ton objectif, ça sera de deviner ma main avant l'abattage. Le joueur en début de parole call, le joueur au hijack open à 15$ et le joueur au cutoff call. Le joueur au hijack est un joueur qui a l'air relativement sérieux, et les joueurs qui sont sérieux, surtout sur ces micro-limites, c'est très facile de leur mettre de la pression. J'envoie un squeeze à 70$ et le joueur au hijack call. On est en heads up, le flop tombe roi, valet, valet. Ici, je suis plutôt aligné avec le fait de checker, il va être très honnête et m'offrir des spots de bluff très profitables par la suite. Il check également, ce qui est une bonne nouvelle, on va très certainement s'emparer du pot, et la turn complique les choses, ça tombe en as. Et en réalité, c'est pas vraiment une bonne carte parce que quand il check sur ce board, on peut juste bluffer 100% la turn. Maintenant, il a aussi percuté des as, je check, il bet 55$, je call, la river tombe la doublette de l'as. J'ai vraiment pas envie de check, les boards à double doublette, c'est les boards les moins bluffs au monde. Et en même temps, si je bet, il va tout fold. Et je sais pas trop quoi faire. Je suis en train de réfléchir, l'adversaire me regarde. Mon check call est tank sur cette river et ultra suspicieux. Et j'envoie un bet à 110$. Je pense que je devrais juste miser 15-20$ pour espérer de temps en temps me faire call par une main un peu what the fuck. Peut-être qu'il me raise en bluff, même si je m'y attends vraiment pas sur ce genre de texture. Bref, il fold, je sais pas si on aurait pu prendre plus, le spot est ultra particulier, mais en tout cas on gagne ce pot et ça fait plaisir.
La table est super facile. J'ai beaucoup de spots où je peux simplement 3 bet, c-bet et récupérer 20$ par-ci, 60$ par-là. Et j'attends toujours mon spot ultra sexy. Mon pot à 300 blindes de la soirée où on va mettre beaucoup de sous au milieu. Mais au lieu de ça, je reçois valet 9 suité au bouton. UTG call, Julien open 15 en milieu de position, je call et le joueur en grosse blinde call. On est à 3 et le flop tombe roi dame 6. Tout le monde check au flop, la turn tombe en 7 et le joueur en grosse blinde envoie un bet à 30$. Juju fold et c'est à moi de jouer. Ici, ce qui est très intéressant quand les joueurs jouent en position, c'est qu'ils ont tendance à beaucoup trop miser les turns. Pour autant, miser les rivers, ça va être quelque chose de beaucoup plus compliqué. Ce qui va se passer, c'est que quand ils vont avoir des rois faibles, eh bien ils vont avoir tendance à miser petit ou check. De l'autre côté, très peu de check de main forte, et on va se retrouver dans des situations où quand on va mettre un gros overbet river, ça va passer 98% du temps, et on va générer de l'argent rapidement. Si vous jouez des micro-limites entre la 1-3 et la 5-5, abusez de ces plays, vous allez vous régaler. Pour ces raisons, je call et la river tombe en 9. Là-dessus, l'adversaire envoie un bet à 80$. Pour le coup, quand je l'imaginais ralentir avec des mains faibles, eh bien je ne parlais pas de ce sizing. Ce sizing fait peur, s'il a une main forte ça va être difficile de le faire fold là-dessus, et malheureusement je me retrouve contraint à fold. Après quelques heures de session, on finit à 630$ pour 500$ déposés, soit 130$ de profit. Ce qui est assez ridicule, mais on n'a pas vraiment vu de gros pots. Et puis l'objectif de ces sessions, c'est pas réellement de faire des tonnes d'argent, mais surtout de travailler avec les élèves, d'avoir des cas concrets, et de les faire évoluer au maximum. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve pour la suite, pensez à vous abonner, ciao. Get